C'est très important, notamment pour nous les Européens. Rappelons-nous qu'en 2005, on nous a imposé de fait un nouveau traité constitutionnel. En France, il y a une consultation ainsi qu'aux Pays-Bas, mais on n'a pas tenu compte au niveau européen des résultats qui étaient un rejet de ce traité constitutionnel et il est passé. Et de toute manière, lorsqu'il y a une consultation, comme en France, c'était juste répondre par oui ou par non. Alors c'est très intéressant de comparer au processus qui a eu cours en Équateur, parce qu'en Équateur, il y a d'abord eu un référendum au suffrage universel pour demander à la population, voulez-vous ou pas qu'on convoque une élection à une constituante. Donc les gens ont répondu oui à 82%. Du coup, on a lancé un processus de campagne électorale pour que des candidats puissent se présenter pour devenir députés à la constituante. Il y a eu élection au suffrage universel des membres de l'Assemblée constituante. On leur a construit un bâtiment euh, rapidement, mais pour qu'ils puissent travailler pendant un an, euh, afin de recevoir dans ces locaux des délégations de l'ensemble de la société équatorienne. Ils se sont répartis en 10 commissions et pendant un an, ils ont collecté les avis de la population ou d'experts dans certaines matières. À ce titre-là, moi, j'ai été invité avec mes collègues de la commission d'audit par la commission numéro 10 de l'Assemblée constituante et on a discuté de qu'est-ce qu'il serait intéressant de prendre en compte au moment de la rédaction des articles de la Constitution en rapport avec comment le pays se finance et comment il gère sa dette. La Constitution équatorienne interdit aux autorités équatoriennes, en cas de crise bancaire, de prendre en charge les dettes privées des banquiers. Il faut savoir qu'en Équateur, en 1999, il y a une crise bancaire très grave, que ça a coûté 8 milliards de dollars à la population. Euh, Plus d'1,5 million d'Équatoriens ont quitté le pays suite à cette crise. Et donc, ce qui s'est passé en Europe à partir de 2008-2009, surtout dans des pays comme l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, s'était produit en Équateur. Et eux, ils ont une constitution qui dit pas question de venir avec de l'argent public sauver les banquiers qui sont responsables de la crise. Il est également indiqué dans la Constitution qu'il faut mettre en place un mécanisme d'audit permanent de la dette. L'Équateur empruntait de l'argent à la Banque mondiale pour modifier la loi sur le travail et donc pour détricoter des conquêtes sociales. On voyait aucun résultat positif pour la population, sinon que un recul social. Tandis que là, ce qui est indiqué, c'est que le pays ne pourra emprunter que pour des projets productifs dont l'activité, une fois qu'on aura mis par exemple, emprunté pour
la construction d'une centrale hydroélectrique, mais le résultat, ce sera que les revenus générés par l'activité de la centrale hydroélectrique serviront au remboursement. On n'ira pas chercher dans la poche des citoyens l'argent dépensé, emprunté pour réaliser cette centrale hydroélectrique. Voilà, grosso simplement, c'est l'idée de base, quoi. Comme j'ai dit que l'audit consistait à analyser des contrats et qui sont les créanciers, c'est le thème des contrats aussi. Par exemple, un des très grands problèmes rencontrés par les pays endettés, c'est que on indique qu'en cas de litige avec les créanciers, c'est la juridiction d'un pays du Nord, en l'occurrence, c'est généralement les États-Unis, la juridiction des États-Unis, qui est compétente. Ce qui correspond à un abandon de souveraineté. C'est pourquoi dans la Constitution, il est indiqué qu'il faut respecter la souveraineté. Et ça, en Amérique latine, c'était une conquête. Cette idée d'exercer la souveraineté sur le pays est une conquête des 50 premières années du XXe siècle. C'était de dire les créanciers n'ont pas le droit, comme ils l'ont fait au cours du XIXe siècle et au début du XXe siècle, y compris utiliser les armes pour venir se rembourser. Parce que les créanciers convainquaient leur gouvernement du Nord d'envoyer des bateaux de guerre bloquer le port de Guayaquil ou le port de Caracas, Maquetía, ou le port de Buenos Aires pour récupérer des fonds. Et pour mettre fin à une telle situation, on a appliqué ce qu'on a appelé la doctrine Calvo, qui était un juriste argentin, disant que en cas de litige entre un pays et des non-résidents, c'est la juridiction du pays concerné, donc si c'est l'Équateur, c'est la juridiction équatorienne, qui doit trancher et pas un juge ou un tribunal de commerce basé à New York ou à Paris ou à Londres. La plupart du temps, dans les constitutions européennes, on ne prévoit pas de dispositions concernant la politique d'endettement. Donc c'est laissé c'est un manque de définition qui permet de faire à peu près tout et n'importe quoi. Et par exemple, il n'y a aucune constitution en Europe qui déclare qu'on ne pourra pas socialiser les pertes d'entreprises privées. Or, ce serait fondamental. Si on avait cela dans les constitutions européennes, une série de pays européens n'auraient pas connu l'explosion de la dette publique qu'ils ont connue depuis 2008. Donc c'est une disposition qu'il faudrait introduire dans les constitutions des pays européens. Je pense que la constitution équatorienne, vénézuélienne et bolivienne sont parmi les plus avancées, notamment parce que toutes les trois contiennent une disposition dans un autre domaine qui est la possibilité de révoquer tout mandataire à mi-chemin de son mandat si 20% des électeurs signent une requête de demande de convocation de référendum. Donc dans les trois constitutions, il est indiqué qu'une partie des électeurs, s'ils se mettent d'accord pour provoquer la convocation d'un référendum, peuvent obtenir, donc s'ils atteignent un certain quota de signatures, la convocation d'un référendum pour révoquer à mi-mandat. Et donc la question qui est posée dans ce cas-là, et elle a été posée en Bolivie à l'égard de Evo Morales, il y a eu un référendum révocatoire et on a demandé à la population, êtes-vous pour mettre fin au mandat de Evo Morales? Et 60% ont dit non, ce qui s'est transformé finalement là en une victoire pour Morales. Mais la majorité de la population aurait pu dire oui. Et en fait, figure-toi que c'est une disposition qui vient de la Commune de Paris de 1871. C'était
le principe de la révocabilité de tous les mandats publics. Et il y a une reprise du fil historique. Et l'esprit des communards a traversé l'Atlantique et a même atteint la cordillère des Andes et est d'application là-bas. Euh, J'aimerais bien que ça revienne, ça repasse au-dessus de l'Atlantique et qu'on l'applique ici, car on peut se poser la question, après la signature du TSCG par le François Hollande et la France, alors qu'il avait promis le contraire, s'il y avait un référendum révocatoire à mi-mandat, que se passerait-il? Et les hommes politiques, sachant qu'à mi-mandat, ils peuvent être révoqués, est-ce qu'ils ne seraient pas amenés à mieux respecter leurs promesses électorales? Tandis que s'il n'y a pas de référendum révocatoire, euh, s'il n'y a pas de pépin en cours de législature, leur quinquennat va jusqu'au bout, et puis au pire, ben, il y aura, dans le cadre de l'alternance, un autre parti qui viendra au pouvoir en espérant qu'on reprendra la place 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard. Et donc, je pense que cette disposition est d'un esprit très démocratique et ça motive aussi les citoyens pour s'occuper de politique, parce qu'ils se disent on ne va pas se limiter à nous demander notre avis une fois tous les 4 ans, une fois tous les 5 ans. On va être attentif à ce que font les hommes et les femmes politiques en cours de mandat, parce qu'on a la possibilité et la responsabilité éventuelle de provoquer un référendum révocatoire. Et ça, c'est à tous les niveaux en Équateur, au Venezuela, en Bolivie. C'est-à-dire ça vaut pour le président, ça vaut pour l'équivalent d'un préfet, d'un parlementaire, d'un maire. euh, et donc, c'est très intéressant. Bon, pour le moment, je ne travaille plus avec le gouvernement équatorien. Je garde des relations. J'ai conseillé d'autres gouvernements à certains moments. Mais de toute manière, dans mon activité pratique, je privilégie le travail avec les mouvements sociaux, avec les activistes. Et je dirais, j'ai fait une exception à la règle que je me suis imposée et je l'ai fait à titre strictement volontaire. Je n'ai demandé et je n'aurais accepté aucune rémunération. J'étais pris en charge en termes de logement et de déplacement, mais pour moi, il n'était pas question d'être rémunéré pour ce travail.